L'agriculture est l'un des piliers de l'économie togolaise, un secteur hautement prioritaire contribuant à 40% au PIB, 110% de la population active et 20% à l'exportation. Un secteur qui nécessite donc une attention particulière. Il faut des outils adéquats pour que la production soit plus croissante. Le secteur fait appel à un outil phare qui est l'utilisation des images satellitaires. Pourquoi est-il important de faire appel à cet outil dans le secteur agricole? C'est ce que nous verrons dans ce numéro. Au sommaire de ce numéro, nous recevons dans le salon Digit M. Sani Farouk. Il est data scientist senior au Togo Data Lab. Il nous parlera de l'importance de l'utilisation des images satellitaires dans l'agriculture. Notre start-up s'appelle Hector au conseil promoteur de l'application Clinica, un logiciel de gestion des structures de santé. Le Top Chrono revient avec les questions et réponses. Et pour finir, le cyberalerte, tout ceci en 26 minutes. Aujourd'hui, nous recevons dans le salon Digit M. Sani Farouk. Il est data scientist au Togo Data Lab. Nous abordons une thématique très importante qui est l'utilisation des images satellitaires dans l'agriculture. Farouk, bonjour. Bonjour Amidé. Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Alors, comme je le disais, nous allons aborder une thématique, et pas des moindres, qui concerne l'utilisation des images satellitaires dans l'agriculture. Alors, d'abord, c'est quoi une image satellitaire? Ok. Une image satellitaire, on peut faire de manière très très simple, on peut juste dire que c'est une photo de la surface de la Terre prise depuis l'espace. Donc plus précisément, c'est une photographie de la surface de la Terre justement prise par des capteurs à bord de satellites en orbite. Donc autour de la planète, nous avons beaucoup de satellites qui tournent en orbite. Donc on a des satellites d'observation, mais on a également des satellites de communication. Mais dans notre cas des images satellitaires, c'est des satellites d'observation qui nous intéressent. Donc ces satellites-là, ils tournent autour de la Terre et ils prennent différentes images de la surface de la Terre. Et c'est ça qu'on appelle en fait une image satellitaire. Ces images-là, elles sont légèrement différentes des images que l'on, des photos traditionnelles, parce que les photos que l'on a, c'est dans le spectre visible. C'est-à-dire qu'on a on a du spectre, on a le rouge, le bleu, le vert qui constituent l'image. Mais les capteurs, les satellites, ils ont cette possibilité-là aussi de capturer plusieurs bandes, par exemple l'infrarouge, qui sont des informations aussi qui peuvent être très très intéressantes, notamment. Donc, c'est ça qui forme une image satellitaire. Et en général, si on se contente par exemple des données visibles, on pourrait avoir l'image justement quelque chose de classique comme une photo. On peut voir des montagnes, on peut voir des forêts, on peut voir des maisons, etc. Ok. En quoi ces images-là peuvent-elles être utiles dans l'agriculture? Donc ces images, vu que c'est une image aérienne, elle permet justement d'avoir notamment des informations sur des informations précieuses en fait qui peuvent permettre d'optimiser les pratiques agricoles. Quelque chose de notamment, c'est-à-dire que pour avoir des informations générales, il faut aller sur le terrain, ce qui peut être coûteux, il faut faire des recensements, etc. Mais grâce à ces images-là, on peut avoir justement certaines informations. Donc sur une image satellitaire, notamment, on peut reconnaître par exemple des parcelles agricoles, on peut voir les cours d'eau, par exemple, du coup identifier un peu le débit des fleuves, les zones d'irrigation. Dépendant de la résolution des images que l'on a, par exemple, on peut faire un suivi de la santé des plantes. Parce qu'il y a des images avec des résolutions de 30 cm. C'est-à-dire qu'on est capable de voir des trucs jusqu'à 30 cm. Donc, par exemple, si on prend des plantes, je sais pas, le bananier, par exemple, qui a des larges feuilles, on pourrait avoir sur la plante, effectivement, s'il y a des problèmes. Donc, en fait, d'une manière plus globale, c'est que les images satellitaires vont apporter des informations supplémentaires qui vont aider à la prise de décision justement pour, in fine, améliorer le rendement agricole, améliorer l'agriculture de manière générale. Est-ce que le Togo a des outils qui puissent permettre d'utiliser ces images-là? Oui, je dirais que justement, grâce au Data Lab, on a des outils, on est une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent là-dessus. Ok. Et quand vous parlez de cet outil, c'est quoi le nom de cet outil et comment est-ce que ça fonctionne? L'outil s'appelle Mosaics. Donc c'est le résultat de travaux de recherche justement de chercheurs de l'université de Berkeley. Et c'est un outil open source. Donc l'avantage c'est bien que c'est pas secret, donc il est à la disposition de tous. Comment est-ce qu'il marche? Donc normalement donc les images quand on les voit, c'est une image brute.
Mais un des atouts justement de ces images satellitaires, c'est que on peut voir, comme par exemple si on veut étudier l'inondation, il suffit juste de voir l'image et puis on voit que ok, il y a une inondation ici, ce genre de choses là. Okay. Mais par exemple, quand on veut prédire le rendement des cultures, on a besoin d'aller au-delà des images un peu. Donc il faut faire un traitement particulier des images et faire ce qu'on appelle des modèles d'apprentissage automatique. Et cet outil-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il y a tout le travail de transformation de l'image pour avoir des données utilisables, il le fait pour vous. Okay. Donc cet outil-là va mettre justement à disposition des données beaucoup plus simples, entre guillemets, mais aussi riches en informations que les images brutes. Quand je prends mon grand-père qui se trouve quelque part là, au fin fond de Lama quelque part, est-ce que lui, en tant qu'agriculteur, peut utiliser Mosaic ou bien Mosaic doit faire appel à des techniciens bien calés dans le domaine? Mosaic doit être utilisé justement par des décideurs. C'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui vont prendre des décisions plus éclairées. Quand tu dis décideur, tu mets qui dans... Donc là, l'exemple concret que je donne, c'est avec le ministère de l'Agriculture, par exemple, avec lequel on travaille. Okay. Donc, pour eux, on va développer des modèles. Et justement, ces modèles vont leur donner plus d'informations. Par exemple, si un des projets sur lesquels on travaille, donc c'est l'identification des types de cultures sur les parcelles. D'accord. Ça nous permet, par exemple, de pouvoir suivre l'évolution de telle culture. Est-ce que, par exemple, il y a plus de gens qui cultivent le maïs? Est-ce qu'il y a moins de gens qui cultivent le soja? Et dépendamment de la vision, des directions que le gouvernement veut apporter, peut-être qu'ils veulent inciter les gens à faire plus de maïs et se rendre compte que c'est en régression, on peut prendre des décisions. Donc, par exemple, même avec d'autres modèles, ça pourrait être, par exemple, la prédiction des rendements, si on est capable de bien prédire les rendements. Dans le cas de votre grand-père, par exemple, c'est pas lui qui veut étudier Mosaic, mais les modèles qui ont été bâtis, on va dire, on se rend compte que dans la région où habite, où sont les parcelles de votre grand-père, peut-être qu'il y a une sécheresse qui arrive, peut-être que on se rend compte que les rendements vont pas être bons, donc on va pouvoir prendre une décision rapidement pour soit voir comment est-ce qu'on peut aider les gens dans cette région-là. C'est vraiment dans l'amélioration des prises de décision. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Farouk, est-ce que vous avez des mots sur cette application-là qui vient renforcer, qui va donner une plus-value au secteur agricole? Oui. Donc, comme vous l'avez dit au début, nous sommes au Data Lab et nous sommes ouverts à des gens qui veulent en savoir plus sur Mosaic. Nous avons prévu d'avoir des séances disponibles pour qu'ils viennent poser leurs questions, parce que les cas d'utilisation sont vraiment nombreux. Quelqu'un peut venir en disant moi je pense que je peux utiliser des données satellites pour tel truc. On est content de l'aider, de voir comment est-ce que ça peut marcher, quoi. Donc tout le monde est le bienvenu pour pouvoir au Data Lab pour essayer de mieux comprendre comment marche Mosaic. Et je crois que c'est tout. Nous avons reçu dans notre salon Digit aujourd'hui M. Sani Farouk. Il est data scientist. On se dit à très bientôt. Et comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une start-up. Lui s'appelle Hector Okonsé, promoteur de Clinica. Qu'est-ce que c'est? Un logiciel de gestion des structures de santé, simplification, digitalisation des processus de prise en charge des patients. Clinica veut rendre la gestion hospitalière plus rapide, mais aussi plus efficace. Hector, vous êtes le promoteur de Clinica. Clinica, qu'est-ce que c'est? Quand on dit Clinica, on fait allusion à quoi? Alors, Clinica, c'est un logiciel de gestion intégrée qui digitalise absolument tout dans un hôpital. Okay. Un hôpital ou une structure de santé, de façon globale, c'est une structure complexe, c'est une organisation complexe qui a besoin d'une certaine organisation. Et Clinica vient simplement rendre cette organisation beaucoup plus fluide pour permettre trois choses. Une meilleure prise en charge du patient, un meilleur contrôle de gestion et puis une transparence dans la gestion financière des structures de santé. Pourquoi on va choisir de créer ou d'installer une telle solution dans ce secteur qui est la santé? Vous avez été déjà malade, je suis sûr. Vous êtes allé à l'hôpital et je suis sûr que vous vous êtes plainte d'une chose, c'est la lenteur avec laquelle on vous a pris en charge. Pourquoi c'est lent? Pourquoi quand on va à l'hôpital, on ne nous prend pas en charge rapidement? C'est simplement parce que tout le processus de prise en charge du patient et tout le processus de gestion de la structure de santé en général est basé encore sur des procédures manuelles. L'utilisation du papier empêche la mise à disposition de l'information d'un département à un autre département rapidement.
Et c'est ça ce que Clinica est venu résoudre. Le Clinica est destiné à quel genre de centre? Ma grand-mère qui se trouve à Djarpanga quelque part, où il n'a que son infirmier ou le directeur, est-ce que ces personnes-là également peuvent utiliser Clinica pour servir ou mettre, ou du moins mieux prendre en charge cette grand-mère? La réponse est oui. La particularité de Clinica, c'est que nous sommes arrivés, nous avons réussi à le rendre tellement paramétrable qu'il est capable de s'adapter à tout type de formation sanitaire. Cabinet spécialisé, clinique, polyclinique, CHR, CHU, CHP, tout ce que vous voulez, tout ce qui est structure de santé. Clinica est capable de s'adapter simplement grâce à un de ses modules, parce que Clinica a 9 modules interconnectés, indépendants mais interconnectés. Grâce au module du paramétrage du logiciel, on est capable donc de paramétrer le logiciel pour qu'il fonctionne, pour qu'il s'adapte à ce qu'on appelle le plateau technique de la structure de santé. Et donc la réponse est oui, Clinica est capable d'être utilisé par toutes les structures de santé. Mais ce n'est pas tout. Clinica est également capable de gérer aujourd'hui un laboratoire spécialisé et un centre d'imagerie médicale. Tout est une question, encore une fois, de paramétrage. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire sourire, c'est que la transparence que Clinica apporte fait que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, avant de sortir de leur maison pour aller au travail dans les cliniques, font au moins 15 minutes à me maudire avant de quitter leur domicile. Pourquoi? Parce que simplement, comme il s'agit d'une structure complexe, comme il s'agit d'une organisation complexe, sans digitalisation, il y a beaucoup de déperditions. Il y a beaucoup de transactions fantômes. Je vous donne encore une autre anecdote. Chez un de nos clients, ils ont fait une augmentation de près de 35% de leur chiffre d'affaires, mais en réalité, ce n'était pas une augmentation. Il y avait un vol ou des détournements à hauteur de 35% du chiffre d'affaires de ce client-là aujourd'hui qui est totalement satisfait de Clinica. Comment tout ça est organisé? Il y a dans le logiciel la possibilité, avant même de créer ce logiciel-là, l'une des difficultés des structures de santé qui souhaitent se digitaliser, c'est l'impossibilité d'avoir un seul logiciel capable de gérer chaque aspect de la structure. Ces structures vont être obligées de souscrire à plusieurs types de logiciels. Il y a un qui fait facturation, un autre qui va faire dossier médical, un autre qui fait laboratoire, parce que ce n'est pas commun. Ce type de logiciel-là qui est capable de faire du all-in-one, comme Clinica, ça s'appelle des ERP, Enterprise Resource Planning. Ça coûte excessivement cher et c'est d'ailleurs, il faut aller en France, aux États-Unis ou au Canada pour s'en procurer. Nous avons vu qu'il y a ce besoin qui n'est pas comblé et nous avons voulu proposer, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous avons proposé une solution locale, adaptée et prenant en compte les données culturelles de la gestion hospitalière dans nos pays. Un hôpital en France ne se gère pas comme un hôpital à Tablibo. Et ça, c'est clair. Et donc, ce que nous avons réussi à faire, c'est de faire en sorte que toutes les transactions dans la structure de santé, dans le logiciel, soient centralisées. Le premier point pour garantir une gestion saine et transparente, c'est qu'il faut pouvoir centraliser toutes les transactions. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que celui qui valide le paiement ne soit pas celui qui crée le prix de la prestation. Je vous donne encore le même client, c'est que on s'est rendu compte quand Clinica est arrivé, et ça a valu le licenciement de plusieurs personnes, la caisse s'amusait à facturer à la tête du patient. Donc, pour tel patient, la consultation médecine générale était 6 000 francs, et un autre patient, ça passe à 8 000, un autre patient, ça passe à 10 000 francs. Vous voyez? Et donc, dans le logiciel, il y a une standardisation de la tarification des prestations qui sont vendues au sein du centre de santé et qui est paramétrée en amont. Donc, la facturation ne fera que valider les prestations qui ont été déjà créées en amont. Ils ne peuvent pas créer les prix. Ils ne font que vendre ce que le médecin a demandé. Ensuite, la vente est enchevêtrée dans une procédure de prise en charge. Ça veut dire que si je veux qu'une seringue sorte, si on vend une seringue à la caisse qui coûte 100 francs ou 200 francs, c'est parce qu'au cours d'une consultation, le médecin
en mettant en place un protocole de soins, à demander tel nombre de seringues. Ce que le médecin demande, qui est un acte purement médical, devient rapidement une facturation au niveau de la caisse. Et quand c'est payé au niveau de la caisse, ça devient une notification de sortie au niveau de la pharmacie interne. Vous voyez? Donc, aucune transaction n'est unitaire. On l'a cloisonné dans un processus de prise en charge du patient. C'est comme ça qu'on arrive à garantir une transaction, une gestion saine et transparente de nos structures de santé. En termes de résultats ou d'objectifs à atteindre, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'objectif est atteint? Nous sommes quand même fiers, et je pense qu'on peut le dire, du parcours que nous faisons. Ça fait 4 ans. Nous sommes aujourd'hui dans 6 pays d'Afrique francophone. Et l'objectif d'ici 2030, c'est d'être présent dans 10 pays. Et d'ici 2033, c'est attaquer également les pays anglophones en créant cette fois-ci la base à Cape Town, en Afrique du Sud. On ne peut que vous souhaiter un très bon vent et que Clinica connaisse cette ascension dont vous rêvez tant. En tout cas, on y croit. Je rappelle que vous êtes Hector Okonsé et que vous êtes le promoteur de Clinica. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous dis merci. Je m'appelle Anani. Est-ce possible d'avoir une application de Photoshop sur mon appareil pour faire conception des affiches? Quels outils utiliser pour concevoir des affiches sur appareil mobile? Nous allons explorer les meilleurs outils pour créer des affiches directement sur votre smartphone ou tablette. Que vous soyez débutant ou pro du design, il existe des applications adaptées à chaque besoin. D'abord, pourquoi concevoir des affiches sur votre appareil mobile? Avec la puissance des applications modernes, plus besoin d'un ordinateur pour créer des visuels impressionnants. Pratique pour les créateurs en déplacement ou ceux qui veulent des outils simples et rapides. Maintenant, les meilleurs outils pour créer des affiches sur mobile. D'abord, les outils gratuits. Nous avons Canva, facile à utiliser, parfait pour les débutants avec des modèles gratuits. Pixel Lab, puissant pour la création de tests et affiches stylisées. PixArt, idéal pour ajouter des effets et personnaliser ses visuels. Parmi les outils payants ou avec abonnement, on peut citer Photoshop Express, qui a quelques fonctionnalités gratuites, mais l'accès complet nécessite un abonnement. Nous avons aussi Adobe Express, qui constitue un bon équilibre entre simplicité et outils avancés, mais l'abonnement requis pour les options premium. Et si vous êtes sur iPad, Affinity Designer, qui est une solution professionnelle pour le graphisme avancé avec un achat unique qui est requis. Voyons maintenant quelle application choisir. Vous avez besoin d'une solution rapide et gratuite, Canva. Pixel Lab et PixArt sont excellents aussi. Si vous cherchez un outil avancé, Photoshop Express ou Adobe Express sont de bonnes options payantes. Et si vous êtes sur iPad, Affinity Designer offre un environnement de création professionnel. En conclusion, il existe de nombreuses applications pour créer des affiches sur mobile, gratuites et payantes. À vous de choisir selon votre besoin et vos moyens. Bonjour, moi c'est M. Fofana. J'aimerais poser une question. C'est pour savoir comment identifier les mauvais liens. Comment repérer les mauvais liens et éviter les arnaques? Oui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment éviter de cliquer sur des liens dangereux? Parce qu'on est tous d'accord, personne ne veut tomber dans un piège et se faire pirater. Alors, voici mes recommandations. D'abord, les signes de mauvais liens. Premièrement, regardez bien l'URL. Si elle contient des caractères étranges, comme des chiffres au lieu de lettres ou des fautes de frappe, méfiez-vous. Ensuite, faites attention aux sous-domaines trompeurs. Un vrai site Amazon, c'est amazon.com, pas amazon.shop, .ru, etc. Si le lien vous demande de fournir des informations personnelles immédiatement, c'est probablement une arnaque. Ensuite, les techniques pour vérifier un lien. Passez votre souris sur le lien sans cliquer. L'URL complète apparaîtra et vous pouvez vérifier s'il est sécurisé. Ensuite, des outils comme Google Safe Browsing ou Virus Total
pour analyser les liens suspects. Évitez les raccourcisseurs de liens inconnus. Ils masquent souvent les URL dangereuses. Maintenant, que faire si vous avez cliqué sur un mauvais lien? Si vous avez cliqué par erreur, fermez immédiatement la page, changez vos mots de passe si vous avez saisi des informations sensibles. Faites un scan antivirus pour vérifier votre appareil. Voilà, avec ces conseils, vous devrez pouvoir éviter les mauvaises surprises sur Internet. Au quotidien, nous recevons plusieurs coups de fil. Des appels venant des collègues, des proches, des parents et même des amis ou soit des collaborateurs. Et ces appels peuvent sembler être anodins. Mais derrière certains de ces appels, nous avons des escrocs. Derrière certains de ces appels se cachent des cybercriminels et des arnaqueurs qui sont prêts à tout pour voler votre argent et vos données personnelles. Chaque année, des milliers de personnes sont victimes de ces arnaques par téléphone. Et même ici au Togo, plusieurs proches, plusieurs parents, plusieurs amis ont été déjà victimes de ces arnaques par téléphone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les secrets qui sont derrière ces arnaques-là. Comment est-ce qu'ils procèdent, ces individus, pour avoir nos numéros? Comment est-ce qu'ils font pour avoir nos données personnelles? Comment est-ce qu'ils arrivent à lier nos numéros de téléphone à nos noms et à nos prénoms? Comment est-ce qu'ils arrivent à nous appeler au moment opportun alors que nous sommes réellement dans le besoin? Et enfin, nous allons voir quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour éviter donc de nous faire arnaquer par ces individus. Il existe plusieurs formes d'arnaque, plusieurs scénarios sont utilisés par ces individus. Nous avons donc ce que nous appelons les arnaques par accident. Dans ce scénario, vous recevez un appel d'un individu vous disant que votre fils ou votre fille ou vos parents viennent de faire un accident et qu'il faudrait rapidement envoyer de l'argent pour que cette personne-là soit évacuée à l'hôpital. Nous avons également aussi les arnaques aux jeux de loterie ou bien de tombola. Dans ces cas de figure, on vous dira par exemple que dans le cadre de l'anniversaire de l'indépendance, par exemple du Togo, vous avez gagné à un tombola. Alors que vous savez pertinemment que vous n'avez pas joué de tombola ou de loterie. Les informations qu'ils ont nous concernant, c'est d'abord nous-mêmes qui leur fournissons ces informations. En faisant quoi? En mettant nos informations sur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand vous allez sur LinkedIn ou vous allez sur Facebook, vous êtes capable de savoir où est-ce qu'un individu travaille. Vous êtes capable de connaître également sa date d'anniversaire. Un autre moyen que ces arnaqueurs utilisent est qu'ils achètent nos données. Mais ils les achètent d'où? Ils peuvent acheter ces données dans le dark web. Le dark web, c'est le marché noir du numérique où on peut acheter des données, où on peut acheter également aussi des cartes de crédit par exemple. Également, les arnaqueurs arrivent à récupérer nos informations de par des applications. Rappelez-vous, à chaque fois que vous installez une application et avant de l'utiliser, il vous est toujours demandé de cocher une case. La case « J'accepte les conditions d'utilisation ». Un autre élément aussi par lequel les arnaqueurs passent pour avoir nos données, ce sont les menaces internes. En parlant de menaces internes, nous pouvons citer les employés mécontents, nous pouvons citer par exemple les agents de ménage. Voici également des personnes que les cyberattaquants arrivent à soudoyer en récupérant nos informations personnelles. Les cyberattaquants peuvent également aussi récupérer nos informations personnelles à travers nos poubelles. Également, nous avons le cas des kiosques qui font des photocopies. Quelquefois, quand nous faisons des photocopies et que certaines copies sont tachées, nous les abandonnons. Et enfin, une autre technique ici également qui est utilisée, en fait, c'est de l'aléatoire, tout simplement. Vous prenez un numéro, par exemple, comme le 90, 90, 90, 90, donc 4 fois 90. Le cyberattaquant va juste incrémenter. Donc, il va prendre le numéro 90, 90, 90, 91
et va justement se faire aider par l'application qu'on appelle Truecaller pour connaître le propriétaire de ce numéro. Très simple. Alors, comment pouvons-nous reconnaître les appels de type phishing ou arnaque? Ces appels viennent souvent de façon inattendue et ce sont toujours des appels qui amènent à poser des actions urgentes. Et aussi, généralement, ces appels sont des appels opportuns qui viennent en même temps rencontrer un besoin que nous avons. Donc, faisons attention à ces genres d'appels. Ou ce sont des appels quelquefois qui nous offrent des gains faciles ou bien des facilités. Aujourd'hui, la question est de savoir comment nous devons nous comporter face à ces appels que nous recevons. Prenez votre sang-froid, respirez un grand coup, contactez un proche pour lui en parler avant d'agir. Et surtout, il est important de vérifier la source. Et enfin, vous appelez l'opérateur de télécommunication pour signaler ces numéros. Je vous remercie de nous avoir suivis en espérant que ces quelques conseils que vous nous avons donnés pourront vous aider aujourd'hui à ne plus être victime de ces arnaqueurs. À très bientôt. Les nouvelles